Bonjour ou bonsoir, selon l'ère à laquelle vous nous recevez chez vous, et bienvenue dans Savoir pour réussir, l'émission qui vous aide à comprendre la psychologie appliquée à notre vie réelle pour mieux penser, mieux vivre et mieux construire notre avenir individuellement et collectivement. Aujourd'hui, nous allons aborder une question sensible, profonde, mais absolument cruciale pour notre développement personnel, culturel et identitaire. Il s'agit de pourquoi certains parlent mal de leur pays, de leur peuple, de leurs propres frères, alors que d'autres, au contraire, les protègent même quand ils ont tort. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, dans certaines cultures, on peut se critiquer, oui, mais jamais devant les étrangers, parce qu'on protège l'image du groupe, on protège la dignité collective. Mais chez nous, parfois, c'est l'inverse, c'est le contraire. Nous exposons nos faiblesses, nous ridiculisons nos propres frères, nos propres talents, nous dévalorisons notre histoire, nous nous critiquons parfois avec violence comme si nous étions nos propres ennemis. Mais pourquoi? Pourquoi avons-nous développé ce type de comportement? D'où vient-il? Est-ce culturel, éducatif ou psychologique? Et surtout, est-il possible de nous en sortir? Peut-on reconstruire une perception saine de nous-mêmes sans tomber dans l'orgueil ni le mensonge, mais plutôt en bâtissant une fierté collective, consciente, lucide, équilibrée, intelligente et durable? C'est précisément ce que nous allons décoder aujourd'hui, ensemble bien entendu, à la lumière de la psychologie sociale et de la culture identitaire. Mais avant d'aller plus loin, chers amis, si ce sujet vous touche et si vous pensez comme nous qu'il est temps d'éveiller les consciences, alors prenez juste quelques secondes pour liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne, parce que c'est que ce simple geste va produire, vous ne le savez pas. Ce simple geste nous aide énormément à continuer cette mission d'éducation, de transformation personnelle et d'éveil collectif. Merci pour votre soutien. Comme nous l'avons souligné un peu plus tôt, dans la première partie de notre émission, nous allons répondre à la question fondamentale, une question qui touche à nos comportements, à notre mentalité et à notre identité collective. Il s'agit, pourquoi retrouve-t-on autant de négativité dans nos communautés envers nous-mêmes? Comprenons une chose, cette manière de parler mal de notre pays, cette manière de dénigrer nos frères ou de minimiser tout ce qui nous ressemble ne vient pas par hasard. Elle ne tombe pas du ciel. Elle s'est construite petit à petit dès l'enfance. Beaucoup ont grandi dans des environnements où l'on entendait constamment: ici, rien ne marche. Ce pays est foutu. Les gens d'ici ne valent rien. Les nôtres ne réussiront jamais honnêtement. Et à force d'entendre cela, on finit par y croire. On finit par l'accepter. Ces phrases de dénigrement ne restent plus à l'extérieur. Elles entrent dans notre esprit, s'installent dans nos croyances, s'installent dans notre conscience jusqu'à devenir une vérité intérieure. Et c'est à ces moments qu'est né ce que nous appelons en psychologie la haine de soi intériorisée. Cette haine n'est pas visible comme une blessure, mais elle influence notre regard, nos attitudes, nos paroles et même nos décisions. Une fois que ces poisons, ces venins s'installent,
Tout ce qui nous ressemble devient sans valeur. Tout ce qui vient de chez nous, de nos pays, doit être critiqué, minimisé, voire ridiculisé. On en arrive même à penser que celui qui est négatif ou trop critique envers sa nation est plus intelligent que celui qui reste positif. On se sent presque supérieur lorsqu'on critique les autres, lorsqu'on critique ses propres frères. Et paradoxalement, plus on dénigre, plus on croit être lucide, réaliste, objectif, voire différent. Mais en réalité, nous sommes juste blessés inconsciemment sans le savoir. Regardez autour de vous. Quand un compatriote réussit, au lieu de dire fièrement « Bravo, cher frère, bravo, chère sœur », c'est une fierté pour nous. On entend plutôt un discours dénigrant qui consiste à dire « Il a dit tricher ou corrompre pour avoir la position qu'il a. Il est dans le fétichisme. C'est grâce à ses relations ou aux relations que son père a qu'il est ce qu'il est. Il a eu de la chance. » Ce sont des paroles parfois que nous entendons autour de nous. Tout ça pour dénigrer nos frères. Comme si la réussite honnête n'était plus possible. Comme si la réussite venant de Dieu n'était plus possible chez nous dans notre culture. Or, dans d'autres cultures, c'est exactement le contraire. Quand quelqu'un réussit, tout le monde se l'approprie. Avec fierté, bien entendu, en disant parfois, il est le nôtre. Il représente notre pays. C'est notre champion. Mais pourquoi un tel contraste? Parce que dans certaines cultures, la réussite d'un seul est perçue comme la victoire de tous, de tout le pays. Alors que chez nous, trop souvent, la réussite d'un seul est presque comme une menace, une compétition ou même une provocation. Alors qu'ailleurs, on se sent fier d'être de la même contrée, du même pays que celui qui a réussi. Dans la deuxième partie, nous allons répondre ensemble à la question selon laquelle pourquoi certains peuples se protègent même lorsqu'ils ont tort. Observons un instant les Américains, les Juifs, les Asiatiques ou encore certains Européens, je ne dis pas tous. Oui, ils se critiquent, ils débattent, ils questionnent leur système éducatif, système de santé, etc. Ils débattent, ils questionnent leurs dirigeants, leurs institutions. Mais ces critiques se font entre eux, à l'intérieur, jamais pour offrir leur dignité en spectacle devant le monde comme nous le faisons. Par exemple, lorsqu'il s'agit des intérêts et de l'image des États-Unis, rassurez-vous, chers frères, les républicains et les démocrates ici aux États-Unis parlent le même langage. S'il faut tuer, ils vont tuer. S'il faut bombarder, ils vont bombarder pour l'intérêt et l'image des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils savent que parler mal de son pays, c'est se rabaisser soi-même. Humilier son peuple, c'est s'humilier soi-même. Un Japonais, par exemple, peut dire « Notre gouvernement a mal géré ses dossiers ». Mais il ne dira jamais « Le Japon ne vaut rien ». Jamais il ne le dira. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ces cultures une chose précieuse qu'on protège comme un trésor, c'est l'honneur collectif, c'est la dignité nationale, c'est l'image de leur peuple, de leur pays. Ils ont compris une vérité profonde. L'identité d'un groupe
c'est comme une maison. On peut la réparer, la rénover, la critiquer, mais on ne la démolit pas devant le voisin. Ces peuples ont intégré une loi psychologique fondamentale qui est la critique est utile lorsqu'elle construit. La dénigration détruit lorsqu'elle humilie. Ces gens, dans leur culture, ils protègent leur image collective parce qu'ils savent que le respect du monde commence par le respect de soi-même. Ils ont compris que les autres vous valoriseront seulement si vous apprenez à vous valoriser vous-même. C'est pourquoi chez eux, on enseigne aux enfants dès le bas âge. Tu représentes ton pays, tu représentes ta nation. Tu ne parles pas mal de ta famille devant les autres. On peut corriger nos fautes, mais on ne doit jamais renier qui nous sommes. Ça, c'est ce qu'on inculque aux enfants dans d'autres cultures, même ici aux États-Unis, là où nous sommes. Alors, posons-nous cette question essentielle. Si nous ne protégeons pas notre propre image, qui les fera à notre place? Pire encore, si nous sommes les premiers à nous dévaloriser, pourquoi les autres nous respecteraient-ils? Si c'est là que vous voulez aller, continuez à dénigrer votre pays et vous n'aurez aucun respect des autres. Et personne ne va vous respecter dans le monde. Parce que c'est là qu'est née la différence entre le peuple qui se valorise et ceux qui s'auto-sabotent avec des critiques intempestives à la longueur de journée. Observez seulement sur le média. Combien de vidéos nous postons pour dénigrer notre peuple, pour dénigrer nos propres pays? C'est regrettable. Mais il faut corriger cela. Dans la troisième partie, nous allons parler des conséquences de notre discours négatif. Nous allons parler des conséquences de l'auto-dévalorisation que nous sommes en train de faire à la longueur de journée. Notez ici que chaque fois que nous ridiculisons notre pays, chaque fois que nous parlons en mal de notre pays, chaque fois que nous nous moquons de nos frères devant les autres, chaque fois que nous exposons nos faiblesses au monde entier, nous ne faisons pas que parler. Nous envoyons un message silencieux mais puissant, celui de dire aux autres que nous ne valons rien. Nous ne méritons pas le respect. Notre culture n'a pas de valeur. C'est cela le message que nous envoyons sans le savoir. Et le plus dangereux, c'est que ce n'est pas que le monde finit par y croire, mais le plus dangereux, c'est que nous finissons par y croire nous-mêmes. Ce message finit par se graver dans nos regards, dans notre regard, dans le regard des autres, mais surtout dans notre propre esprit. Quelles sont alors ces conséquences? Ces conséquences sont réelles, chers frères. Elles sont profondes, elles sont invisibles mais destructrices. La première conséquence, c'est la perte de respect à l'international. Nous sommes ici aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous imaginer parfois comment les vidéos que les gens postent nous ridiculisent. Nos collègues de service, nos collègues de travail parlent et nous montrent ces vidéos comme pour se moquer de nous. Donc, la première conséquence, c'est la perte de respect à l'international. Quand vous parlez mal de vous-même, le monde n'aura plus besoin de chercher à vous respecter. Parce que vous êtes le premier à dénigrer votre propre pays, votre propre nation et votre peuple. La deuxième conséquence, c'est le découragement de nos talents. Les gens vont se dire, pourquoi rester et construire au pays
si ce que nous faisons n'est pas considéré ou n'a aucune valeur aux yeux de nos compatriotes. C'est pourquoi il y a fuite des cerveaux ou des intellectuels aujourd'hui dans notre pays. La troisième conséquence, c'est la baisse de l'estime nationale. Elle est très dangereuse. On commence à croire que tout ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce qui vient de chez nous. On commence à croire que rien n'est bon ne peut sortir de celui qui vient de notre pays. On fait plus confiance aux autres que à nous-mêmes, à nos propres frères et sœurs. C'est très dangereux, nos frères et sœurs, d'arriver à ces niveaux-là. La quatrième conséquence, c'est la destruction de l'espoir collectif. Un peuple qui ne croit plus en lui-même devient spectateur de sa propre histoire. Il verra les autres écrire son histoire de la manière dont ils perçoivent cela. Pendant que certains peuples au monde valorisent leur culture, ils créent même des films et des documentaires qui honorent leurs héros. Ils racontent leur histoire avec fierté et dignité. Ils promeuvent leurs talents, leurs réussites, leurs innovations. Ils soutiennent leurs frères. Mais nous, trop souvent, nous partageons des vidéos, comme je l'avais dit, qui nous ridiculisent nous-mêmes. Et nous les envoyons au monde entier comme pour dire, regardez ce que nous sommes. Mais voici une vérité simple, profonde et psychologiquement incontestable à l'heure actuelle. Personne ne respecte celui qui se moque de lui-même. Alors, posons-nous cette question. Si nous sommes le premier à nous dévaloriser, comme nous le faisons actuellement, comment espérer que le monde nous valorise? Nous n'aurons aucun respect du monde. Et dans la quatrième partie, nous allons découvrir comment nous pouvons renverser cette tendance. Comment retrouver notre dignité collective. Comment guérir cette blessure invisible, cette habitude de se dénigrer. Et surtout, comment commencer concrètement dès aujourd'hui. La réponse ne se trouve pas seulement dans les discours, elle se trouve dans l'éducation, dans la manière de parler, dans notre façon de nous valoriser et surtout dans notre capacité à encourager ce qui est positif. Alors, que faire? Première suggestion, nous devons réapprendre à voir et à valoriser les positifs. Ça veut dire tout simplement, chaque peuple, aussi fragile soit-il, a des forces, a des talents, a des richesses humaines, culturelles, intellectuelles et spirituelles. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut identifier cela et valoriser cela. Le problème, ce n'est pas l'absence de potentiel, c'est notre incapacité à les reconnaître. Commencez à dire, chez nous, il y a du potentiel. Nos talents brillent partout dans le monde. Nous avons des médecins, des ingénieurs, des psychologues, des artistes, des entrepreneurs, des leaders extraordinaires. Parce que là où le regard change, la réalité finit par changer aussi. Lorsque nous changeons notre façon de voir nos frères, la réalité va changer. Lorsque nous changeons notre façon de voir notre pays, la réalité finit par changer aussi. Deuxième suggestion. Nous pouvons nous critiquer, oui, mais pour construire, pas pour détruire. La critique est nécessaire, oui. Elle est même indispensable.
mais elle doit avoir comme objectif améliorer, pas humilier, pas détruire. On critique pour construire, pas pour casser, pas pour humilier les autres. Une critique constructive pose 3 questions. Quel est le problème? Quelle est la cause réelle de ces problèmes? Quelle solution proposer? Si vous répondez à ces 3 questions, la critique que vous êtes en train de formuler, elle est constructive. Si je critique sans proposer de solution, par exemple, sans expliquer comment améliorer, indirectement, je suis en train de dire que je ne suis pas un bâtisseur. Je ne suis qu'un démolisseur. Troisième, nous devons célébrer la réussite des autres. Référez-vous à l'émission que j'avais faite. Pourquoi est-il important de célébrer les gens lorsqu'ils sont encore en vie? Ça revient encore ici. Nous devons apprendre à célébrer la réussite des autres. Dans une mentalité saine, la réussite d'un seul n'est pas une menace. La réussite d'un seul est une opportunité, un indicateur de ce qui est possible pour tous. Quand tu dis par exemple, il a réussi, donc moi aussi, je peux réussir. Ça encourage tout le monde. Là, sachez que tu es déjà en train de bâtir la fierté collective en disant cela. Mais quand tu dis, il a réussi, donc il a dit tricher, il a dit corrompre, ou il est dans le fétichisme, tu es en train de détruire sans le savoir l'espoir collectif. Et les gens croiront que pour réussir, il faut être dans le fétichisme. Il faut corrompre, il faut tricher. C'est le message que nous véhiculons à la longueur de journée. Quatrièmement, nous devons changer notre langage pour changer notre perception. Les mots ne décrivent pas seulement une réalité, ils créent une réalité. Au lieu de dire « ce pays ne changera jamais », essayons de dire plutôt « nous traversons des défis, nous traversons des moments difficiles, mais nous avançons quand même. Nous faisons des progrès, nous allons de l'avant. » Ce n'est pas une simple phrase, c'est un nouveau état d'esprit. C'est une déclaration de dignité, de conscience et d'espoir. Cinquièmement, nous pouvons transmettre la fierté à la génération qui vient. Le changement ne sera durable que si nous éduquons nos enfants différemment. Nous devons leur apprendre à respecter leurs origines, à être fiers de leurs origines. Nous devons leur apprendre à parler avec dignité, à connaître leur histoire. Nous devons leur apprendre à célébrer ceux qui réussissent et surtout à croire que ce qui est possible ailleurs est aussi possible chez nous. La vraie révolution, chers frères et sœurs, n'est pas politique. Elle est mentale et psychologique. Et elle commence dans nos maisons, dans notre conscience. En conclusion, nous ne pouvons pas espérer que le monde nous respecte si nous-mêmes, nous passons notre temps à nous rabaisser ou à nous dénigrer. Aimer son pays ou sa communauté, ce n'est pas ignorer le problème, c'est choisir de construire au lieu de détruire. Parce qu'en vérité, celui qui parle mal de sa maison prépare en silence sa ruine. Celui qui parle avec dignité prépare en silence sa renaissance. Apprenons à dire, nous avons des défis, oui, mais nous avons aussi le talent, de richesse et de la dignité. Et nous sommes capables de construire un avenir meilleur pour nous et nos enfants. Si nous pouvons commencer
À parler ainsi, je crois que notre pays changera aussi. Parce que le vrai changement commence au niveau individuel. Vous voulez changer le pays, commencez par vous changer vous-même. Merci d'avoir suivi cet épisode de Savoir pour réussir. Si ce message vous a inspiré, aidez-nous à propager cette conscience. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Car le vrai changement ne commence pas dans la rue, chers frères. Il commence dans nos consciences. Que Dieu bénisse vos familles et qu'il guérisse notre regard sur nous-mêmes et bénisse aussi notre pays. Et au prochain numéro de Savoir pour réussir. Bye bye.